Bonjour et bienvenue au 61e épisode du balado cybercitoyen, le balado sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Bonjour Sam. Salut Catherine. Donc pour aujourd'hui, au 61e épisode, my God, ça va vite, on dirait qu'on vient de commencer ce balado-là, on est déjà rendu à ce chiffre-là. Wow. On vous présente un petit épisode juste actualité, tranquille, qu'est-ce qui se passe dernièrement dans les médias. Et pour commencer, on voulait revenir un peu là, sur un truc qu'on avait discuté à l'épisode 59 déjà, qui était un peu là, sur l'application Pi. Sam, est-ce que tu peux nous remettre un peu en contexte de ce qui s'était passé, qu'on avait discuté à l'épisode 59, puis ensuite j'ai embarqué sur le update qu'on a là-dessus. C'est ça. Donc, on avait expliqué que l'application Ti, c'est une application qui devait être un endroit sécuritaire où les femmes pouvaient échanger des informations sur les gars qu'ils fréquentaient. Donc, c'est ça. Et que l'application, finalement, a été victime de 2 fuites de données. Fait qu'il y en a une première qui s'est ramassée là, sur le site 4chan, où les gens se sont mis comme à partager les informations personnelles qu'ils avaient ramassées là. Puis il y a une autre brèche qui a été dévoilée, je pense, comme une semaine plus tard, où là, c'était vraiment le contenu des conversations, des messages entre personnes, leurs noms, etc., là, qui avait été rendu public. Fait que c'est un peu catastrophique là, comme brèche. Sachant effectivement que ces conversations-là qui étaient publiées sur cette application-là étaient de nature très sensible, parfois même des conversations, des confessions entre utilisatrices qui pourraient mener à des poursuites de diffamation par la part là, des hommes qui étaient impliqués dans ces conversations-là. L'update qu'on a en fait aujourd'hui, c'est par rapport à un article qui a été publié par 404 Médias au sujet de comment, en fait, est-ce que le fondateur de Ti, ça se donne à peut-être être une personne qui avait les mauvaises motivations au départ lorsqu'il a lancé cette application-là en partant. C'était particulièrement intéressant parce que, tu sais, dans les faits, au final, Ti s'est inspiré d'une communauté qui s'appelait Are We Dating the Same Guy, qui était un petit mouvement un peu grassroots qui avait été fondé là, par une femme du nom de Paula Sanchez. Puis, en fait, la façon que ça fonctionnait sur ces groupes-là, c'est que c'était vraiment l'outil, en utilisant l'outil communauté de Facebook, où est-ce que les membres pouvaient poster des demandes d'informations, anonymes ou pas, parce qu'on sait qu'il y a une fonction anonyme là, dans les communautés Facebook où est-ce qu'on peut masquer son profil avant de poser une question. Puis la façon que ça fonctionnait, c'est que chaque ville ou région, selon la grosseur là, de la ville, avait sa propre page, son propre groupe Facebook dédié à ça. Puis c'est par exemple Montréal, on a une page comme ça, qui a quand même là, une dizaine de milliers d'utilisateurs dedans, donc c'est pas rien, là, c'est des grosses communautés. Puis la façon que ça fonctionne dans ces groupes-là à la base, c'était que, dans le fond, bon, c'est sûr que Paola est administratrice de toutes ces pages-là core à la base. Puis éventuellement, elle nommait des administratrices. Puis la façon que ça fonctionnait pour s'assurer qu'il n'y a pas de biais, c'est que les administratrices d'un groupe, mettons, comme Montréal, doivent pas avoir vécu à Montréal, doivent pas connaître de gens à Montréal. Comme ça, l'hypothèse, c'est qu'elles vont pas filtrer par accident. C'est, oh non, ça c'est mon ami, je veux pas que le post sur lui soit publié. Fait qu'il y a cette distance-là, puis aussi par sécurité pour les modératrices puis les administratrices des groupes, le fait d'être pas localement où est-ce que le groupe a lieu, c'est une mesure de sécurité. Puis, on s'entend, ces groupes-là, c'est des centaines de milliers de gens au final là, qui sont à travers les différentes villes. Et c'était quand même un mouvement qui se basait là, très communautaire, très base égalitaire, etc. Et donc, le fondateur de l'application Pi a probablement vu ça et s'est dit « Hey, il y a un marché. Il y a une opportunité monétaire sur cette base d'utilisateurs-là et a, à plusieurs reprises, tenté de convaincre Mme Sanchez de le joindre dans son venture pour aller un peu chercher sa communauté. Puis là, 404 Médias détaille un peu là, toutes les stratégies un peu sketchy parfois qu'il a utilisé pour un peu là, essayer de rentrer en contact avec Sanchez. Un truc que je trouvais vraiment fou, c'est le fait d'envoyer un peu des donations avec le message « Contacte-moi, j'ai une opportunité pour toi » pour essayer de bypasser justement les filtres. Ça, c'est un peu fascinant. Mais même le fait d'avoir eu des stratégies d'aller s'en prendre à la communauté, d'aller sur les groupes avec des faux profils parfois pour aller dire « Ah, c'est pas sécuritaire, il y a cette app-là qui est plus sécuritaire », d'essayer de faire un peu déplacer la communauté. Puis le fait que ce soit comme un homme à la base de tout ça, c'est encore plus choquant, on dirait, d'apprendre qu'au final, c'est un homme qui a vu une opportunité, qui est allé voler
les membres d'une communauté grassroots partie par une femme pour les femmes, pour essayer d'aller monétiser une communauté, puis finalement même pas la protéger adéquatement au final. Mais d'un point de vue de moi, j'étais déjà sur ces groupes-là, par curiosité à l'occasion. Puis, je me rappelle une partie, une couple de mois où est-ce que justement, il y avait des gens, des membres qui n'étaient pas nécessairement participatifs, qui s'étaient mis à essayer de vanter l'application, puis qui mentionnaient justement, tu sais, Facebook, c'est pas sécuritaire. Ah, je me suis fait harceler à cause du groupe. Moi, je passe à l'application T. Puis de réaliser, en fait, que tout ça, c'était du marketing payé finalement par l'application, c'est ahurissant. Ouais. Puis, clairement, un peu douteux au niveau éthique, du moins. Donc, c'est vraiment ce qui était frappant là, par rapport à tout cet article-là de 404, c'est d'à quel point, justement, il y a eu cette tentative d'aller voler une communauté grassroots créée par une femme pour les femmes, pour au final, justement, la conclusion qu'on a aujourd'hui, où est-ce qu'il y a des dizaines de milliers de femmes qui sont potentiellement en danger d'harcèlement, de violence, de poursuite, parce que ce monsieur-là espérait pouvoir monétiser, justement, une crise existentielle qui était vécue par ces personnes. Je trouve ça complètement fou. Oui, en tout cas, c'est vraiment de l'excellent travail là, de 404 Médias. Puis, comme tu dis, c'est un homme. Puis en plus, de ce que j'ai compris, il y avait son ex qui était avec lui au début, mais après ça, il a continué à poster avec le nom de l'ex, fait qu'il utilisait un nom féminin pour continuer à envoyer des messages aux utilisatrices là, de l'application pour un peu comme se cacher derrière cette persona-là. Là. En tout cas, c'est du tordu du début à la fin. Là, ça. Oui, puis mais c'est ça. Puis on voit que le côté éthique qui est vraiment douteux, mais ça fait aussi que le côté sécurité n'a pas été pris au sérieux non plus, parce que clairement, c'était pas fait pour répondre tant que ça aux besoins des utilisatrices, plus que son besoin de faire une passe de cash. Oui. C'est ce qui est définitivement décevant. Puis oui, effectivement, comme tu mentionnes, le travail des 404, ben, je pense que si 404 Médias, c'est quand même une plateforme qu'on aime beaucoup, là, toi et moi, là, qui font un travail absolument excellent, journalistique sur des enjeux qu'on suit activement. Donc, définitivement, si jamais vous aviez une infoletterie à considérer, à vous abonner, 404 Médias valent la peine d'être encouragés, je pense, dans leur travail. Là. C'est la façon dont ils vont en profondeur, qu'ils recherchent, puis leur angle aussi. Journalistique est super intéressant. Mais oui, moi, ça me choque de savoir les détails derrière ça. Puis c'est ça, je lisais l'article, puis je faisais comme les ponts avec les trucs qu'on avait vécu dans la communauté. Puis incroyable. Bref, fait que des fois, la solution plus technologique est pas une meilleure solution au fonctionnement un peu plus old school. Malheureusement, tu sais, oui, la communauté Facebook est pas idéale de bien des façons. Mais au final, peut-être que, encore une fois, des fois, peut-être qu'une application spécialisée un peu douteuse, c'est pas la meilleure option. Je crois pas si on va pas finir par apprendre que ça avait été vibe codé au final avec un autre. C'est pas impossible. À suivre. À suivre. Parlant de vie privée et de protection, tu voulais nous parler d'un nombre record de fouilles de téléphone. Oui, c'est ça. Je pense qu'à l'épisode 54, là, on avait parlé de la sécurité à la frontière, puis un petit peu comment faut comme se préparer comme si on allait en territoire hostile quand on traverse la frontière américaine. Ben, c'est un peu confirmé. Le Wired ont publié il n'y a pas très longtemps un article qui montrait que parce que les services frontaliers américains publient leurs statistiques là, à tous les 3 mois. Puis, ce qu'ils disent, c'est que là, il y a 15 000 devices, donc 15 000 appareils qui ont été inspectés entre le mois d'avril et juin de cette année. On n'a pas encore les chiffres pour l'été, là, mais c'est quand même un chiffre énorme. Donc, c'était une augmentation de 17% par rapport à leur record précédent. Fait que c'est quand même grand. Puis là, avant c'est quand même une trend ou une tendance là, générale là, aux États-Unis, parce que même depuis comme plusieurs années, on voit que ce chiffre-là monte tranquillement. Là. Fait que c'est quand même quelque chose qui est malheureusement de plus en plus normalisé là, à la frontière. L'article parlait, les statistiques là, sont d'à peu près 14 000 de ces fouilles-là, c'était ce qu'on appelle les fouilles basic. Là. Donc ça, c'est quand l'agent prend le téléphone puis regarde manuellement dans l'appareil. Puis il y en a 1000
qui étaient des recherches avancées. Donc, à ce moment-là, c'est que c'est plugué sur quelque chose qui peut aller à ce moment-là, peut-être extraire les données ou faire des recherches plus avancées. Ce qui est un peu inquiétant et qui nous fait croire que ces fouilles-là vont continuer en augmentant, c'est que là, en ce moment, le service frontalier américain a plusieurs contrats qui sont en cours là, de négociation avec la firme Cellebrite. Puis Cellebrite, c'est une firme israélienne qui récemment se vantait d'avoir un nouveau tier premium. Puis il y avait une solution exclusive qui pouvait comme débarrer les téléphones Android iOS. et iOS. Honnêtement, le post Twitter est quand même peak dystopia. Juste comme Ouais. le genre, we are proud to announce ce super logiciel d'espionnage pour les forces de l'ordre. Ouais. Yes. Ouais, Wow. c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, encore une fois, si on. Je pense que il faut s'attendre de plus en plus si on traverse la frontière, à ce que nos appareils soient non seulement comme inspectés, mais même téléchargés. Puis, l'article de Wired disait, l'autre chose qui est particulière, c'est que c'est pas juste les personnes qui visitent de l'étranger, mais c'est aussi les Américains. Un Américain, normalement, quand il est sur la rue, a plus, je pense que c'est le 5e amendement là, contre les fouilles abusives et tout ça. Ils ont quand même plusieurs protections contre les fouilles abusives, mais ça ne s'applique pas à la frontière. Donc, même les citoyens américains peuvent juste se faire, c'est ça, là, fouiller leurs appareils sans nécessairement de raison autre que le vibe. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Puis, on avait fait un épisode sur, dont j'oublie le numéro en ce moment, mais on avait fait un épisode justement sur ce genre de protection-là. Ça vaudrait peut-être la peine justement de considérer, sachant que, effectivement, surtout si vous avez à voyager prochainement, il y a clairement des enjeux. Puis, ce que je me demande aussi, c'est au niveau corporatif. Un voyage d'affaires, t'envoies tes employés. Je veux dire, il y a des enjeux de sécurité nationale aussi, il me semble, là, qui sont des entreprises qui ont des connaissances industrielles privilégiées qui veulent peut-être pas non plus être téléchargées là, aux douanes comme ça, sachant que Celebrite se vend d'être capable de craquer même les téléphones les plus avancés en ce moment. C'est définitivement quelque chose à considérer si on envoie des employés pour X, Y raison en voyage d'affaires aux États-Unis en ce moment, là, que la sécurité prend peut-être le bord. Hein. Oui, parce que peut-être que dans les courriels, on a des attachements avec, je sais pas moi, des propositions, des listes de prix, en tout cas, toutes sortes de propriétés intellectuelles. Fait que, oui, même en termes de... présentation PowerPoint avec des secrets professionnels. Oui. Oui, tout à fait. Définitivement. Ça regarde mal. Ça regarde mal. J'ai pas l'impression qu'on a fini de parler de ce genre de situation-là, surtout là, de la façon que les choses bougent en ce moment aux États-Unis. Je pense pas qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y aurait matière à faire un épisode spécial sur la surveillance parce que il y en avait plusieurs autres histoires. Celle-là, je me suis dit, on en a déjà parlé, fait que je trouvais ça intéressant de la ramener, mais il y en a plusieurs autres où les services frontaliers utilisent, par exemple, les données de lecteurs de plaques d'immatriculation, qui utilisent, par exemple, le réseau Ring de Amazon. En tout cas, il y a toutes sortes d'utilisation de la tech à des fins de surveillance là, qui regardent mal. Là. Oui, puis tu sais, on a juste regardé un peu aussi là, à Washington ce qui se passe au moment avec l'armée dans les rues pour aucune raison. Les arrestations douteuses par ICE, potentiellement là, avec des agents non identifiés. Ces enjeux de sécurité-là concrètes mélangés avec ces enjeux-là d'avoir des outils d'espionnage aussi avancés disponibles dans l'arsenal des forces de l'ordre, pour moi, c'est un mélange très explosif là, qui ça va pas bien terminer. Ouais. À suivre. Ensuite, tu voulais nous parler d'une campagne de phishing contre des développeurs de add-ons pour Firefox. Oui, c'est Mozilla, fait que la compagnie qui développe Firefox, qui a envoyé un avertissement pour dire que là, il avait vu qu'il y avait vraiment une campagne ciblée contre les personnes qui développent des add-ons pour Firefox. Les add-ons, c'est les petites affaires là, que tu ajoutes à ton browser pour, je sais pas moi, pour traduire, il y en a toutes sortes là, des add-ons. Et c'est un bon rappel que c'est important, de faire confiance aux développeuses qui font ces add-ons-là, parce que ces add-ons-là ont
un accès à tout notre trafic Internet. Mhm. Si tu choisis un add-on qui a été créé par quelqu'un de méchant, ben, il peut voir tout ce que partout ce que tu prends sur Internet. Et c'est un peu ça l'objectif aussi. Si un développeur d'un add-on se fait voler son compte, ben à ce moment-là, peut-être que la nouvelle version qui se met à jour automatiquement de ce plugin-là, sur Chrome, on appelle ça des plugins, sur Mozilla, ils appellent ça des add-ons. Ben à ce moment-là, ils peuvent miner du Bitcoin en utilisant votre ordinateur, regarder ce que vous faites, vous injecter de la publicité, par exemple, sur les pages que vous visitez, vous détournez votre trafic vers d'autres sites. Donc, je pense que c'est une bonne idée de régulièrement faire le ménage. C'est un problème avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Les barres de recherche. Les barres de recherche, puis à un moment donné, tu allais visiter ton mononcle, là, puis il dit « Ah, j'ai pris mon ordinateur est bien lent », puis il t'est rendu avec une fenêtre à peu près grande d'1 pouce, là, parce que tout le reste, c'était comme des barres spéciales là, qui se rajoutaient une aux autres. Je pense que le Fait que, support technique pour cette situation-là est une expérience universelle de gens qui étaient bons en informatique dans une certaine gap d'années. Tu étais toujours comme la personne qui devait aller désinstaller les search bars. exactement. Fait que, c'est une bonne idée de faire le tour de ces plugins qu'on met. Est-ce qu'on a vraiment besoin de celui, par exemple, pour prendre des screenshots, pour celui qui fait de la traduction, pour ça, puis juste de s'assurer que c'est ça, c'est des développeurs qui ont une bonne réputation. Fait que, c'est ça. Ou Fait que, qui existe encore. Souvent, ce que je vois qui arrive avec les plugins, c'est souvent c'était cool pendant un moment, puis souvent ça a été abandonné. Puis là, ben, oui, ça devient quelque chose de potentiellement vulnérable. Là. Oui, tout à fait. Définitivement un bon rappel d'aller faire le ménage là-dessus. Puis de peut-être ressortir ces bons vieux skills des années 2000, d'aller désinstaller les search bars, mais d'aller désinstaller les extensions sur les browsers de vos proches pour les protéger contre ce genre de situation-là. Dernière petite nouvelle, un peu moins, en fait, plus internationale cette fois-ci. Il y aurait eu une cyberattaque contre une flotte de navires iraniennes. Là, Catherine, je pense que tu connais mon amour pour l'intersection entre le hacking et la géopolitique. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir un article qui parle de quelque chose de même. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on en parle aujourd'hui. Puis c'est un groupe qui s'appelle, j'essaie de retrouver le nom, Lab.Octagon. Aucune idée si je prononce ça comme il faut. Mon farsi est pas vraiment super bon. Mais en gros, ils ont revendiqué c'est une deuxième attaque. Ils avaient fait une première au mois de mars, mais là, récemment, le 22 août, ils ont dit avoir attaqué les systèmes de communication là, de 64 navires iraniens, une trentaine de pétroliers, une vingtaine de cargos. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé l'entreprise Fanava, qui est une entreprise de tech qui offre de la communication satellite. Okay. Fait que les navires utilisent la communication satellite pour pouvoir, naviguer, avoir par exemple les updates, là, les dernières nouvelles, dernières météo, savoir où ils doivent aller, se parler entre eux, etc. Les pirates avaient réussi à rentrer dans ce système-là, puis ils avaient aussi rentré dans le système de téléphonie IP, selon un article que j'ai lu. On mettra les liens dans les show notes. Ce qui était d'ailleurs un peu troublant, c'est que le document qui listait, par exemple, toute l'infrastructure de téléphonie avait aussi les mots de passe en clair dans la petite base de données là, qui avait été accessible. Donc, les attaquants sont restés probablement plusieurs mois dans le système de cette entreprise-là, ont réussi à cartographier là, le réseau qui avait trait au navire iranien. Puis finalement, ils ont juste effacé, liquidé toutes les données sur ces appareils-là. Genre, il ne reste plus rien. Ils ont lobotomisé là, les ordinateurs sur tous ces navires-là. Fait que ces navires-là sont comme en mer, puis ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus téléphoner, ils ne peuvent plus avoir accès. Là, en tout cas, fait que c'est vraiment comme un coup dur là, pour l'Iran. Ce qui est quand même particulier, c'est que à chaque fois, comme en mars, puis maintenant, là, les attaques sont quand même, ça concorde avec d'autres actions. Fait que, tu sais, c'est au mois de mars, c'est en même temps que des frappes aériennes américaines contre l'Iran. Plus récemment, c'est en même temps que des nouvelles sanctions avaient été appliquées. Fait que, tu sais,
on ne sait pas qui est derrière ce groupe-là. Ça fait pas très jeune ado dans son sous-sol, là. Ça fait groupe d'activistes qui a probablement le soutien d'un État. Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est les États-Unis? Je ne sais pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est quand même intéressant. Les bateaux en question sont justement utilisés pour comment dire, outrepasser les sanctions puis vendre du pétrole là, sur le marché alors que c'est sous sanction. Fait que c'est quand même, en tout cas, assez intéressant comme histoire. Mais par exemple, une des choses qui m'a accroché beaucoup dans l'histoire, c'est justement, je sais pas si ça compte comme une attaque de chaîne logistique de s'en prendre à un satellite pour éventuellement mener une attaque. Mais le fait qu'il y a de plus en plus de notre Internet qui bouge vers justement ce mode satellite-là. Je veux dire, au Canada, entre autres, on a beaucoup de notre Internet qui commence à faire de l'Internet satellite de par le fait que c'est probablement plus facile que d'aller câbler le Grand Nord canadien, tout simplement, ou les régions un peu plus éloignées. Mais je me rappelle, j'avais lu il y a une couple d'années un rapport sur comme quoi que les satellites étaient essentiellement très vulnérables de façon typique à des attaques en cybersécurité pour plein de raisons. Une de ces raisons-là étant que si quelqu'un va jouer avec, c'est dans l'espace, c'est comme dur de valider parce que de faire des updates, c'est pas full facile non plus. C'est des technologies. C'est drôle, la technologie spatiale, parce qu'il y a une grosse partie de la technologie qui est encore très vieille par essence, qui est comme jumelée à des trucs très modernes, puis ça crée un peu là, des gaps de sécurité. Je me rappelle dans l'article, il y avait la mention justement que s'il y a un enjeu avec... la plupart des compagnies satellites vont utiliser les mêmes pièces physiques. Puis là, si cette pièce-là, il y a un backdoor, un compromis qui a été comme embedded dans la pièce physique, cette vulnérabilité-là va se finir par se retrouver dans tous les satellites parce qu'il n'y a pas 10 000 manufacturiers de pièces physiques pour les satellites essentiellement. Fait que ça faisait qu'il y avait comme une série, là, puis les chercheurs avaient également parlé que même dans les librairies de code qui sont utilisées pour faire fonctionner la majorité des satellites, il y a des vulnérabilités dans ces codes de base-là. Fait que c'est vraiment comme un enjeu que j'ai l'impression à considérer, sachant que, qui utilise les communications par satellite, c'est, oui, les gens dans les régions éloignées, etc., mais il y a beaucoup que c'est des trucs logistiques important, là, comme l'armée va se servir beaucoup de satellites par communication. Souvent, qu'on va... les navires, on le sait, s'en sert. Il y a beaucoup d'avions qui se servent de communication par satellite. Fait que, je sais pas, peut-être que c'est peut-être un enjeu qu'on devrait peut-être plus considérer dans nos chaînes logistiques, sachant que c'est de toute évidence vulnérable si ça peut mettre à terre une flotte de navires au complet. Oui. Mais dans ce cas-ci, je sais que un des articles techniques là, disait qu'il utilisait le logiciel comme de gestion de la communication satellite. C'était vraiment une très vieille version qui avait beaucoup de vulnérabilités connues. Puis probablement que le fait que l'Iran fait face à plein de sanctions, ça les empêche aussi de pouvoir mettre à jour leur logiciel parce que tu peux pas juste appeler, je sais pas moi, telle compagnie aux États-Unis puis dire « Hey, je vais t'acheter la nouvelle version » parce que... OK, je comprends. Une autre chose qui me faisait penser ça, c'est que souvent, ces compagnies-là sont privées également. Puis, tu sais, parlant de communication satellite, on sait ce qui s'était passé là, pendant le conflit en Ukraine quand Elon Musk avait décidé de tirer la plug, mais finalement non, sur les communications par satellite. Pour moi, c'est un autre truc à considérer, là, surtout si on dépend beaucoup en tant que nation de l'entreprise satellite qu'on ne contrôle pas nécessairement. Pour moi, il y a définitivement là, un enjeu. On s'entend, il y a comme ce risque-là à considérer également. Je ne sais pas si les communications de futur, c'est peut-être pas par satellite. Ben, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ça. Là. Je veux dire, on en pitch pas mal. Tous les réseaux Starlink et tout ça, là, c'est pas mal ça. Là. On s'en va vers ça. Il y avait une autre histoire, je l'avais pas mis dedans parce que c'est aussi de la géopolitique. Là. Puis je l'avais pas mis, puis j'hésitais à en parler parce que malheureusement, il y a juste une source. Puis fait on va prendre ça avec un grand grain de sel. Est-ce qu'on met nos chapeaux d'aluminium? On n'est pas obligé de mettre un chapeau d'aluminium. On va classer ça dans... On espère que c'est vrai, parce que c'est le fun, mais on ne le sait pas si c'est vraiment vrai. Mais j'ai vu le Kyiv Independent a publié un article qui disait que des hackers qui s'appelaient des cyberpartisans russes avaient hacké une station de télé, puis pendant plusieurs heures avaient diffusé comme la vérité sur ce qui se passe en Ukraine
et qui parlait genre des morts là-bas, des problèmes de ravitaillement en pétrole, et puis des difficultés de l'armée russe dans l'offensive et tout ça. Puis que ça aurait été diffusé pendant plusieurs heures là, sur des chaînes de télé en Russie. Malheureusement, c'est ça, comme l'article disait, nous avons juste une source qui nous a parlé de ça, on n'a pas pu vérifier ça d'une autre façon, donc, mais ce serait un autre exemple là, encore une fois, là, de géopolitique et de hacking utilisé. Donc, à suivre, à voir éventuellement s'il va y avoir plus de... C'est sûr que si c'est le difficile pendant des heures, il va y avoir des gens qui vont trouver une façon d'en parler là, sur des groupes, Reddit, des forums. Fait qu'on va finir par avoir des témoignages de gens qui ont vu ces messages-là. Donc, définitivement quelque chose à garder à l'œil dans les prochaines semaines, voir si on finit pas par entendre justement là, des témoignages là-dessus en ligne. Mais oui, ça serait effectivement quand même une drôle de nouvelle à considérer. À voir aussi. En fait, moi, la chose que je serais plus curieuse, c'est de savoir comment ça a été reçu. Oui. Mais c'est probablement l'information la plus difficile à obtenir là, derrière. Oui. Oh well. Donc, un petit épisode short and sweet après notre épisode de genre 1h30 la semaine dernière sur la conspiration. C'est une moyenne, tu sais. Mais si vous avez aimé le balado, vous pouvez nous aider à le faire connaître en parlant autour de vous, bien entendu, en nous donnant des étoiles, des petits pouces en l'air sur Apple Podcasts ou Spotify ou peu importe la plateforme que vous utilisez. On vous invite également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et on se dit toujours un grand merci à Digimon pour notre indicatif sonore. À la prochaine! À la prochaine!